En tout cas, je vais essayer. Je ne suis pas du tout orateur, donc j'ai préparé un petit bout de papier parce que sinon je vous dirais que des bêtises. Et donc je vais essayer de vous partager plus un témoignage qu'une conférence. Enfin, si on peut dire. C'est une conférence, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais si vous voulez, j'ai pas du tout, oui, le charisme de m'exprimer facilement. Donc je vais vous citer quelques lignes. Donc, chers jeunes, chers joyeux paysans, peut-être pour certains, ou en devenir pour d'autres, ou seulement attirés par la vie de la terre, soyez bénis. Oui, ce week-end se veut attrayant par la terre. J'essaierai de vous en parler un peu, mais aussi par le ciel, car tout vient du ciel. L'agriculteur que je suis, que je traduis par celui qui cultive la vie, que vous avez devant vous, a beaucoup reçu. Et donc mes propos n'ont que peu de mérite. J'ai eu tout d'abord la chance d'avoir des parents profondément chrétiens. Je dois beaucoup à mon père, que j'ai encore, qui m'a devancé dans ce métier, ainsi que mes grands-pères. J'ai eu le bonheur de trouver une épouse attirée par les montagnes, la nature, les études d'agronomie, le sens de l'effort et du don. Nous avons 7 enfants et bientôt 18 petits-enfants. Une autre grande chance, j'ai pu connaître les JP dès mon installation en 91-92. Donc cette proximité me permet aujourd'hui d'être parmi vous et de vous témoigner quelques lignes. Alors un petit peu de présentation. Installé dans la Drôme, donc en 91, la Drôme, je ne sais pas si vous situez pour tous, c'est le sud-est de la France, et donc on est à une quinzaine de kilomètres de Valence, au pied du Vercors, voilà, le massif du Vercors. Donc je me suis installé sur une surface de 30 hectares au départ, maintenant une quarantaine, et sur laquelle nous cultivons une terre peu profonde, caillouteuse, argileuse, et c'est le haut de la plaine de Valence. Donc c'est une terre qui est très légère, très, je dirais, enfin une terre difficile à travailler, ou du moins à prendre au bon moment, et avec délicatesse. La délicatesse s'impose. Mon père cultivait blé, orge, colza en culture sèche. Puis en 91, donc lors de mon installation, un réseau d'irrigation a été installé, nous donnant droit à cultiver des cultures d'été, incitées par la PAC à ses débuts. La PAC a commencé en 92. Sachant que les cultures irriguées étaient alors surprimées. Donc il y a eu vraiment un engouement pour ces cultures, et maintenant on en revient un petit peu. Aussi, profitant de cette possibilité, nous avions planté 3 hectares de poiriers, 2,5 hectares d'abricotiers. Je vous dis cela car je vous parlerai de ces cultures fruitières avec intérêt pour le sujet qui m'a été confié. Mon père avait aussi un élevage de volailles, poulets de chair, que j'ai doublé à mon installation en faisant un autre bâtiment, c'est-à-dire que j'ai démonté un bâtiment à 30 km de chez nous et je l'ai remonté chez nous, voilà. Un petit travail pour l'installation. Donc j'ai pu faire cet autre bâtiment, et donc nous élevions à l'époque 2 fois 18 000 poulets en intégration, ou en gros 2 fois 1000 mètres carrés. Voilà.
Belle expérience à la fois pour les fruitiers vendus en coopérative et les poulets en intégration. Depuis, les fruitiers sont revenus à une taille appropriée à la famille et un peu de vente directe. Les bâtiments d'élevage ont été transformés et adaptés pour des poules pondeuses en vente directe. Nous avons maintenant donc 50 arts environ de fruitiers et 4000 poules pondeuses en production. Au jour d'aujourd'hui, nous cultivons du millet pour une partie de l'alimentation des poules, du blé que l'on transforme en farine alimentaire et du tournesol que l'on presse pour l'huile. À côté de ça, on fait 40 arts de pommes de terre, donc une petite surface en pommes de terre de consommation. Bien sûr, c'est tout vendu directement. Le tout est en vente directe. Et depuis 1998, en fait, je me suis installé sur une ferme qui était en conventionnel, et depuis 1998, on est passé, j'ai fait le saut de passer en agriculture biologique. Alors, je dis agriculture biologique, c'est un grand terme, je dirais plutôt en culture naturelle, ça me plaît beaucoup plus. Voilà. Nous travaillons habituellement au point de vue des salariés, enfin on appelle ça des UTH, je ne sais pas si ça se dit encore comme ça, mais donc on est 3,5 sur la ferme, voilà, sur 40 hectares. Il me semble vous avoir décrit approximativement et bien vite notre petite ferme. Donc le thème du week-end, le bonheur dans le métier de paysan, et ce titre donc tiré du psaume 125, une phrase choisie et très bien choisie d'ailleurs, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Qu'en pensez-vous? Pour moi c'est un peu surprenant, c'est sûr, mais quand même ça pose question. Je vais essayer de vous livrer mes réflexions avec 2 ou 3 exemples. Le premier, je vais commencer par les semailles. Parce que le paysan est celui qui sème par excellence. Son devoir premier est de semer. Mettre la graine en terre afin de la faire germer. Attention particulière, car semis réussi, récolte promise. Oui, et d'abord un peu de labeur. Il faut préparer la semence, la trier, enlever les graines différentes. J'ai pas dit les mauvaises herbes, les graines différentes. Et peut-être pour certains, traiter cette semence, non pas pour se défendre des champignons ou nuisibles, mais pour garantir un milieu de vie optimal. J'en parlerai peut-être après, à la suite pour les questions, si vous voulez. Le semis se fera malgré un temps incertain, un ciel capricieux, une terre sèche ou aride, ou moteuse ou boueuse. Les conditions sont variables, mais très rarement sûres et tranquilles. De plus, avec des terres irrégulières, le semis est le même dans les cailloux ou dans la bonne terre. Le semis dans des conditions non assurées, ce sont les images de nos larmes. Le propre du paysan est d'avoir confiance. Il faut toujours semer. L'espérance va avec le semis. La confiance dans la graine, mais derrière la graine à celui qui donne vie. Cette confiance permet d'envisager la moisson et ose espérer une récolte au moins nourricière. Émerveillement devant la germination, la levée de la plantule. Contemplation devant les épis ballottés par le vent. Joie certaine au jour de la moisson. En conclusion, si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Je résume, oser semer.
Le deuxième exemple, je le prendrai avec les volailles. Je vous parle des petites connaissances que j'ai, mais c'est immense en fait. Le domaine d'action de l'agriculteur est au-dessus de ses forces. Voilà. Nous avions, comme je vous le disais, 2 fois 18 000 poulets de chair. Les conseils premiers étaient de bien nourrir ces oiseaux pour atteindre des poids conséquents et rapidement. Les poussins arrivaient à 1 jour, nous les gardions entre 57 et 60 jours. L'industrie du poulet standard fait beaucoup plus vite, 36 jours. Mais nous avions l'avantage, si l'on peut dire, de faire du certifié, en parenthèse, avec un aliment garanti non OGM, et puis une durée d'élevage supérieure justement à ces 36 jours. Les intégrateurs donc fournissent le poussin, l'aliment, et bien sûr, plus les poulets mangent, plus ils ont leurs bénéfices. Or, pour l'éleveur averti, en surveillant et régulant cette alimentation, et même sévèrement, la digestion est considérablement améliorée et le gain de poids supérieur. Donc chez nous, petit à petit, l'alimentation était distribuée 2 fois 10 minutes dans la journée, matinée et soirée. Les volailles ont des jabots et c'est très important de les faire travailler au maximum. Il faut que les volailles jabotent. Lors des mises en route, donc des chaînes d'alimentation, c'était vraiment la ruée sur les assiettes. Mais les résultats étaient en face. Autrement dit, le manque de repas permanent peut paraître difficile pour l'animal, et pour autant, il profite davantage. Dans le règne animal, la restriction mesurée permet aussi de meilleures portées, de meilleures saillies. La difficulté favorise la vie et la croissance. Attention, je n'ai pas dit de mal les nourrir. Le troisième exemple sera sur les fruitiers. Je ne vais pas trop vite. Les fruitiers sont passionnants car leur pousse naturelle les fait croître droit vers le ciel. Pour autant, si l'on veut une production la plus assurée possible, il est demandé à l'arboriculteur de tailler et même sévèrement ses arbres. Je m'explique. Si l'on garde les rameaux qui montent droit vers le ciel, on les appelle les gourmands. Ils profitent énormément en vigueur, mais toutes les fleurs qui seront dessus ne formeront pas, car la sève circule trop vite. Donc on doit les éliminer. Le principe de la fructification est d'incliner les branches, ce qu'on appelle les charpentières, entre 30 et 40 degrés. C'est-à-dire que, je vous fais juste un petit signe pour mieux comprendre. Donc si vous voulez, le tronc, c'est mon corps, et les charpentières sont comme ça. Voilà. Ça, c'est les angles qui sont fructifères. Donc en verger palissé, le 30-40 degrés est très important pour former les arbres. Donc ce qui ralentit la sève, le fait d'être incliné ralentit la sève. Après, il faut sélectionner ce qu'on appelle des sous-mères qui sortent ou naissent sur le côté des charpentières, c'est-à-dire les grosses branches des charpentières, et sur le côté, chaque côté, on sélectionne des branches justement qui sont des sous-mères et qui, elles, portent du fruit, qu'on attache souvent à l'horizontale. Elles porteront régulièrement des fruits en abondance. Pourquoi ? Parce qu'elles ont, de par leur position, une exposition très importante au soleil et une sève ralentie. Quelle leçon pour notre humanité ? Je trouve en cela des clins d'œil du Seigneur. Je pense que les temps d'adoration qui seront proposés durant le week-end, c'est vraiment une source de fructification. C'est la même chose que pour les arbres fruitiers.
J'ai beaucoup appris les arbres fruitiers. Donc l'homme force les branches de l'arbre à s'incliner pour porter du fruit. Ce n'est pas naturel chez l'arbre fruitier. Et je dirais que ce n'est pas naturel non plus chez l'être humain. Cela peut paraître naturel si une année il a porté beaucoup de fruits, mais dans l'ordinaire ce n'est pas le cas. Une autre condition favorisant la mise à fruit, c'est le stress hydrique. Si l'arrosage important au grossissement des fruits est stoppé après la récolte pendant une période importante, l'arbre, instinctivement ou naturellement, multiplie ses bourgeons floraux. Un potentiel de survie incroyable. Ainsi, il est facile de constater le même effet dans la souffrance, la peine ou les larmes, si on peut dire. La fructification et donc la joie est bien supérieure. C'est drôle, en extrapolant par le fait même de fructifier, l'arbre donne, et je souligne donne ses fruits. Autrement dit, le fait de donner procure l'allégresse, la joie. Devant ce spectacle admiré, le paysan prend note. Le concret devant ses yeux, la réalité du vivant inscrit en lui un bonheur qui le dépasse. L'attention devant cette incroyable leçon fait grandir le cœur de l'homme, et je crois son bonheur. Exemple certain de notre existence. La difficulté, le labeur, la peine, la souffrance physique ou morale, le vide spirituel, la sensation d'abandon du Très-Haut sont nos larmes. En gros, le Seigneur nous dit, c'est dans l'épreuve que germe la joie profonde. Comment l'accepter? Comment l'admettre dans notre société où seul l'épanouissement personnel, la consommation à outrance, le divertissement est premier, le bien-être comme seule fin? Est-ce que le don fait croître? Il semblerait que l'action de semer mette l'obligation de donner, de confier la semence à l'inconnu, à la terre. Le don laisse deviner la vie dans notre travail de la terre, mais aussi dans nos foyers, dans nos familles. Plus encore, derrière la mort, autrement dit l'abandon de cette vie, de notre vie naturelle, se dessine la vie céleste, la vie en abondance, la vie d'éternité. La semence jetée, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est le Verbe fait chair. C'est Jésus qui est venu dans le sein de la Vierge Marie. C'est Jésus mort, mis au tombeau et ressuscité au jour de Pâques. La force de cette semence, l'efficacité de notre Père du ciel, c'est la moisson magnifique qui nous est promise et accordée à tout homme de peu de foi. Alors, chers jeunes, semez toujours, donnez. Le bonheur est tout proche de la terre. Et aimez-vous même dans les larmes. Je finirai par quelques lignes de Mère Teresa. Si vous êtes joyeux, cela brillera dans vos yeux et dans votre regard, dans vos paroles et dans votre attitude. Vous ne pourrez pas le cacher parce que la joie déborde. La joie est très contagieuse
Essayez donc d'être toujours débordant de joie où que vous soyez. La joie doit être l'un des pivots de nos vies. C'est la marque d'une personnalité généreuse. Parfois, c'est aussi un manteau qui habille une vie de sacrifice et de don de soi. Le véritable amour est un amour qui nous fait mal, qui nous blesse et cependant nous apporte la joie. C'est pourquoi, dans nos prières, nous devons demander le courage d'aimer. Merci à vous et bénissons le Seigneur. Je retourne à ma place. Non ? Avant de passer le micro, j'en profite d'avoir le privilège d'avoir le micro pour poser la première question. Quand vous avez parlé d'adoration, j'ai vu en fait les rayons du soleil. En fait, souvent l'osponsoir, il a plusieurs rayons, et je me disais en fait, finalement dans notre quotidien, il n'y a pas qu'une chose qui nous donne la joie. Il y a plusieurs éléments. Et tous ces éléments constituent en fait notre joie. Et donc la première question c'était, en fait j'avais l'impression, dans les larmes, on se reconnaît en fait fragile et finalement dépendant de l'amour de Dieu. Donc est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vraiment vous avez fait le choix, un pas de confiance, où vous avez reconnu que vous ne pouviez pas tout seul, vous avez fait un pas de confiance et ça s'est traduit par du coup par la confiance et du coup par vous avez vu en fait l'action de Dieu dans votre vie, quoi. Si je vous dis tout, il y en a pour un petit moment. Comment ? Un exemple. Alors peut-être le premier exemple qui me vient à l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai pu construire un deuxième bâtiment quand je me suis installé pour augmenter un peu la production de poulet. Il se trouve que ce bâtiment, je l'ai démonté à 30 km, je l'ai remonté et donc je l'ai remonté en 91. Et il se trouve qu'en 96, fin 96, là, c'était un bâtiment qui était avec une charpente de bois, donc une fragilité. Tous les hivers, je prenais la précaution de caler chaque ferme avec, parce que c'était des grandes fermes en fait sur 12 mètres de large, hein, et donc je prenais la sécurité de mettre un été pour l'hiver, pour passer l'hiver tranquille, voilà. Et puis donc c'était, je sais pas, fin d'année, c'était décembre je crois. Donc j'étais avec mon père à l'époque qui n'était pas encore retraité, et donc on sortait la litière. On chargeait donc la litière dans une remorque et puis on allait vider la remorque sur le tas de compost. Et donc mon père était parti vider. Il faisait un temps moche comme tout. J'avais 8 jours de vide sanitaire et je me dépêchais. Donc pour sortir la litière, je n'avais pas mis les étais, je les avais enlevés. Et il se trouvait qu'il faisait vraiment un temps... il tombait de la neige et vraiment un temps couvert... incompréhensible, mais bon, j'avais pas le choix, il fallait que je sorte la litière. Donc j'avais fait la moitié du bâtiment pendant que mon père vidait. En général, je raclais les bords parce qu'on n'arrivait pas à approcher au tracteur. Donc je raclais les bords pour que ce soit plus accessible et on repartait tout de suite. Voilà. Et donc en général, on n'arrêtait pas le tracteur en hiver parce qu'il y en avait pour 10 minutes pour y aller. Le temps que je gratte, hop, il ne refroidissait pas, on repartait. Et si vous voulez, ce temps, bon, je voyais la neige tomber,
c'était couvert, ça commençait 60 cm, tout ça. Et puis, bon, j'étais à demi tranquille. J'avais dit à mon père, dès qu'on a fini de sortir le fumier, on remet vite les étés, et puis voilà, c'est reparti, on repaille après. Il se trouve que quand j'étais donc au milieu du bâtiment, on avait fait la moitié, d'un seul coup, je ne sais pas si vous imaginez, mais quand il y a de la neige, en fait, on n'entend aucun bruit. Donc j'étais en train de racler, le tracteur était arrêté, j'étais en train de racler avec un petit râteau les bords, hein, la pelle, tout ça, et puis j'entends souffler. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est qui souffle? J'ai pris mes jambes à mon cou, je suis parti, je ne savais pas ce qui arrivait. Je suis sorti, j'ai couru 42 mètres d'un coup, à fond au portail, je me retourne, il y avait 45 mètres du bâtiment qui tombait avec la neige, le poids de la neige. Donc j'étais au milieu, et je suis sorti, je ne sais pas pourquoi, je suis devant vous. Mais c'est vraiment... c'est là que tu dis, le Seigneur, il a encore besoin de toi. Voilà. Encore un petit moment. C'est vraiment une... c'est des images qui sont inoubliables. Et en fait, eh ben, tu es dans sa main, quoi. Enfin, c'est plus fort que nous. En fait, il y avait de la neige, et ben, il n'y avait rien d'extraordinaire à la neige. Le problème, c'est que normalement, le poulailler, il aurait dû tenir, la charpente aurait dû tenir. Il se trouve que, en plus, il est tombé du grésil sur 60 cm de neige. Donc, en fait, ça alourdissait considérablement le... Et donc, la même année, là, il y avait 6 bâtiments qui étaient tombés dans notre région, là. Donc, j'étais pas le seul. Mais bon, toujours est-il que c'est un événement qui vraiment m'a marqué profondément. Après, je dis pas qu'il y a que ça, parce qu'il y a plein d'autres... Mais c'est vrai que tu vois le Seigneur qui est là, quoi, et qui te dit, ben voilà. Et puis derrière, eh ben, on a reconstruit, on a refait. Après, ça fait... Ça m'ennuie de tout vous dire, mais si vous voulez, on a reconstruit. Je voudrais parler un tout petit peu à cette occasion des assurances. Parce que c'est surprenant, en fait, quand on assure un bâtiment en volaille particulièrement, mais peut-être d'autres bâtiments aussi, on assure avec des valeurs à neuf. Donc les assurances coûtent relativement cher. Et il se trouve que quand il y a eu cette catastrophe naturelle, je voulais reconstruire à neuf, et puis il s'est trouvé que ce n'était pas possible, parce que l'assurance ne voulait pas. Il n'y avait pas de restaurant, il y a une vétusté, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai, à l'époque, parce que c'était encore en francs, j'avais rajouté 180 000 francs pour avoir pratiquement l'ensemble neuf. Et si vous voulez, ces assurances, en fait, sont faites pour aider, je pense. Aider, mais la plus grande assurance, c'est le Seigneur. Parce que même, je vais vous raconter autre chose, si vous voulez, j'ai fait... Dès mon installation, j'avais dit à papa, écoute, tu t'assurais pour la grêle, c'était à l'époque très peu cher, et puis petit à petit c'est venu pratiquement, que ce soit sur les fruitiers, que ce soit même sur le reste, c'est venu pratiquement à assurer un capital. Donc ça coûte, si on veut un bon retour, il faut vraiment... que la somme soit conséquente et que les primes d'assurance soient conséquentes. Donc j'avais dit à mon papa, j'ai dit, bah, écoute, non, je ne m'assure plus pour la grêle. On verra, peut-être que je l'aurai, peut-être que ça arrivera, mais bon, on est quand même... la grande chance de la ferme, c'est qu'on est relativement diversifié, et je pense que s'il n'y a pas ça, il y aura autre chose, et puis voilà. Et donc une année, j'étais en train de ramasser, donc la presse était passée, parce que les bottes de paille, on les faisait faire, parce qu'on avait vraiment donné des petites bottes, donc on faisait faire une grosse botte rectangulaire, là, et du coup on ramassait les bottes, donc j'étais dans le champ à 2 km, l'un des champs les plus loin de la ferme, par rapport au siège, et puis d'un seul coup je voyais le nuage qui arrivait, j'ai dit aïe, ça arrive comme il faut, et puis en fait c'était vraiment de la grêle. Et c'est passé sur toute la ferme, comme ça, là, en travers, jusque là où je ramassais ma paille. Le tracteur n'avait pas de cabine, j'avais qu'une solution, c'est de mettre sous la remorque. Parce que je vous promets, c'était un tapis blanc après. Donc le blé n'était pas ramassé, il n'y avait que l'orge. Donc le blé, il y a eu 50% de blé par terre. Donc les fruits, c'était tout abîmé. Et à la sortie, tant bien que mal, on a fait quand même
une année correcte. Et l'élevage a permis d'équilibrer même à l'année, quoi. Ça n'a pas fait une grosse perte. Faut bien, je pense que pour toutes les installations, il faut faire très attention pour les jeunes qui s'installent à faire diversifier. C'est vrai que ça demande beaucoup, mais ça fait une sécurité. Et on peut se permettre, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la PAC, et on peut se permettre, je pense, petit à petit, de se retirer de ces aides européennes. Alors l'an passé, je l'avais supprimé je l'avais pas demandé. Je n'avais pas rempli mon dossier parce que ça m'agaçait trop. Et du coup, je l'ai pas prise, j'ai pas eu les aides PAC l'an passé. Et puis comme je suis un peu en fin de parcours, mon comptable m'a dit, enfin le comptable qui nous suit là, c'est un ami, m'a dit demande la PAC. Demande la PAC. De toute manière, si c'est pas pour toi, je veux bien que tu n'en aies pas besoin, mais prends-le pour les suivants. Donc en fait, je me suis remis cette année à faire ma déclaration. Mais en fait, il n'y en a pas besoin. Là, tout ce qui est versé par la PAC, c'est le gros problème des subventions, c'est qu'en fait, ça rentre automatiquement en bénéfice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge dessus. Alors, quand il n'y a pas de résultat sur l'entreprise, c'est vrai que ça peut être un moyen de survie. Mais je dis bien, c'est un moyen de survie. Et c'est très dommage d'en arriver là. Mais je vois, il y a des éleveurs que je connais qui sont en brebis, en moutons, tout ça là. Et ils sont obligés d'avoir ça, sinon ça ne peut pas marcher. Dans des régions montagneuses, c'est délicat, c'est beaucoup plus délicat que chez nous. Mais si on est en diverses, je dis occupé à diverses activités, automatiquement, il y a une certaine synergie les unes dans les autres. Et de ce fait-là, il y a une indépendance. La seule dépendance, et ça j'insiste beaucoup, la seule dépendance, c'est vis-à-vis du ciel. Les seules obligations du paysan, c'est celle du ciel. Les obligations qui sont par l'administration sont à mettre bien en dessous. À mon avis, c'est trop important. Merci. Donc on va faire passer le micro. Si j'ai bien compris, la première réponse à la question, c'était un peu que vous avez senti que vous comptiez aux yeux du Seigneur quand vous avez été un petit peu récipé de cette épreuve. Voilà, la deuxième partie, on a fait une petite digression, mais c'est tout aussi important. Je vais passer le micro. Ce qui peut être intéressant pour nous, puisqu'on est tous frères et sœurs et en communion, c'est aussi si vous avez un partage, c'est pas obligé d'être une question. On a chacun nos propres expériences. Donc sur ce thème de la joie, ça peut être bon aussi que si vous n'avez pas de questions, si vous le sentez, de partager sur ce thème, que vous puissiez le faire. Et ça fera peut-être écho à ce qui vient d'être dit. Donc n'hésitez pas, les premiers c'est toujours dur. On va passer au deuxième directement là. C'est pas obligé d'être que les organisateurs. Non, c'est une discussion avec mon voisin. Je voudrais que vous me précisiez, s'il vous plaît, Dominique, est-ce que c'est le fait que vous soyez en fin de carrière qui vous fait tenir ce discours sur une subvention? Ou pour nous qui nous... Parce qu'en vrai, c'est une vraie question qu'on se pose quand on est jeune. Je suis en parcours à l'installation. La DGA, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. On se dit au début, on n'en a pas besoin, et en fait, quand on voit que ça en bénéfice, on se dit pourquoi pas. La question, c'est quand on est jeune et qu'on veut faire, est-ce que c'est pareil que quand on est en train de transmettre? Bon, c'est une question qui ne va pas très directement au sujet, mais peut-être qu'on peut y répondre et puis après, je peux passer. Les subventions à l'installation, alors... Et autres, hein. Pardon? Et autres. Oui. Non, mais tu as parlé des subventions à l'installation, donc... Bon, je connais plein d'agriculteurs qui en fait me disent, de jeunes agriculteurs qui se sont installés, qui en fait ils le redonnent. C'est-à-dire que c'est un prêté pour un rendu. Donc si ça rentre sur la trésorerie, en fait, tu peux t'en servir directement. Enfin, on peut s'en servir directement pour les biens privés. Normalement, ça devrait servir que pour ça d'ailleurs. Ça ne devrait pas servir
pour l'exploitation, j'aime pas dire l'exploitation, mais enfin la ferme, si on est obligé de l'utiliser pour la ferme, à mon avis, il faut revoir le prévisionnel. Voilà. Parce que le prévisionnel, normalement, on n'a pas besoin de ça. C'est très très dommage. En fait, c'est un encouragement, cette prime. Cette prime d'installation, c'est une dotation, c'est un encouragement. Et donc, ça devrait rentrer dans le privé. Voilà. Je m'arrêterai là parce que je ne pense pas que ce soit... Enfin, je vous encourage à le garder pour le privé. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas. Je me pose la question parce qu'il y a un lien entre subvention, responsabilité et diversification. Oui. On voit qu'il y a des agriculteurs qui s'en sont avec les subventions, mais quand on parle de diversité, il y a quelque chose qui est vraiment douloureux. Et quand on leur dit tu gagnes pas assez d'argent parce qu'il faut revoir notre prévisionnel, bah là on est clairement dans les larmes, quoi. C'est difficile. Oui, mais l'installation est toujours difficile. Ouais, après, l'activité, après, il y a toujours quelque chose qui est difficile. Qu'est-ce qui a été difficile, je trouve, dans votre installation? Si vous dites que toute installation est difficile. Toute installation est difficile parce que il me semble que on regarde l'aspect financier prioritairement et en fait c'est pas l'aspect financier qu'il faut regarder. Le premier aspect qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on est en corrélation avec la nature. Est-ce qu'on va dans le sens de la vie? Parce que ce métier, il ne dépend pas du financier. On croit au départ que c'est que l'argent qui fait la vie d'un agriculteur, mais c'est complètement... pour moi, c'est déraisonnable, dans le sens où on dépend 10 fois plus de ce qui est extérieur à notre travail. Je m'explique, en fait, quand vous semez, vous avez beau semer bien comme il faut, le blé bien enterré à la bonne profondeur, enfin, toutes les conditions que vous pouvez mettre, je veux dire, si derrière il n'y a pas le ciel qui vous aide, c'est pas possible, on n'aura rien, quoi. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, le financier, il faut le regarder, mais il faut le regarder à distance. On ne peut pas le regarder en priorité. C'est malheureux parce que beaucoup d'installations maintenant demandent des engagements, je dirais, au niveau que ce soit des crédits, des emprunts, enfin, de tout ce qui gravite autour de ce financier, et la priorité n'est pas là. Pour l'agriculteur, l'essentiel c'est que lui il mange. La première chose c'est ça, c'est la subsistance, quoi. Et il y a combien d'agriculteurs qui ne vivent absolument plus de leur métier, quoi. Et je trouve, c'est pour ça que s'installer sur du grand, pour moi ça paraît démesuré, dans le sens où si c'est s'installer sur du grand avec la capacité, je dirais, d'en vivre, c'est bien, mais si c'est pour s'installer sur du grand et vivre que sur, je dirais, de l'irréel, une monnaie qui n'est pas la tienne, en fait, du travail, c'est la banque qui te donne tout. Et je veux dire, c'est très grave d'arriver à se lier avec ces banques qui, en fait, ne feront pas produire, c'est pas eux qui produisent, c'est la terre qui produit, c'est la terre qui donne. C'est pour ça qu'il faut s'attacher, je dis pas qu'il faut l'éloigner complètement, mais il faut le relativiser, cet aspect financier. Il faut partir sur... C'est pour ça que j'encourage beaucoup les petits, parce que de ce fait-là, il y a une certaine liberté. Et notre liberté nous est chère, quoi. Dans notre métier, c'est presque une priorité, il me semble. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Autre question. Tu nous as beaucoup parlé, de certaines difficultés à l'installation, de l'histoire du bâtiment qui est impressionnante. Est-ce que tu saurais nous partager une grande joie qui t'est arrivée? Alors j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais est-ce que tu en as envie de partager, qui serait peut-être lié à un moment plus compliqué avant, mais qu'au final, tu as totalement été sur une note très positive et tu te dis, Ahmed, merci. Alors, une grande joie. Non, mais j'ai réfléchi en même temps parce que
j'ai eu des grandes joies, mais qui étaient hors agricole, c'est-à-dire au niveau familial. Des épreuves aussi, mais je veux dire, au niveau joie, purement vis-à-vis de mon métier, alors je vais vous en dire une, parce qu'elle est drôle. Enfin, c'est pareil, on voit le Seigneur qui est là, quoi. Donc, comme je vous disais, je me suis installé en 91 sur une ferme qui était en conventionnel. Et bon, mon père retraitait peu, hein, c'était pas en outrance, mais bon, toujours été, c'était en conventionnel. Et puis, donc, en 98, on est venu à faire les partages avec mes frères et sœurs. C'est-à-dire que j'ai racheté les terres de propriété de mon père, donc une vingtaine d'hectares, à mes frères et sœurs. Et puis, ça a été en plus le grand saut, c'est-à-dire que j'avais décidé de passer en bio. Et donc, j'avais besoin d'un petit peu de matériel pour démarrer, quoi. Alors, je démarrais tout simplement avec ce que j'avais. J'avais un vieux tracteur de 40 chevaux, 2 roues motrices, hein, et je dis, ça va tirer la lineuse. Et puis, il y avait quand même du financement à trouver, comme on parlait de financement, et donc il y avait du matériel spécifique. Alors, il y avait à l'époque un tout petit peu d'aide, ça a monté davantage, mais il y avait très peu d'aide. Et puis, j'avais quand même ces terres à acheter, et donc c'est vrai que ça me faisait quand même un souci, on va dire, financier. Voilà. Et la plus grande joie que j'attribue encore une fois au Seigneur, en fait, tout au moins, c'est que sa grâce. Cette année-là, il y a eu la grêle à peu près de partout dans la région. Et en fait, on était un des rares villages à être passé à travers la grêle. Et donc, j'avais eu une récolte d'abricots fabuleuse, à tel point que ça m'a permis de financer la première annuité à mes frères et sœurs. Et donc, le matériel de binage, le binage pour démarrer en bio, c'est pareil. Donc, je veux dire, il n'y a qu'à remercier le ciel, quoi. C'est pas... Donc, c'est une joie, c'est une joie élémentaire, mais c'est une joie dans le métier, voilà. Petite preuve de confiance. Est-ce que, donc il y a eu des joies, est-ce qu'il y a aussi eu des moments de grande désespérance, l'envie de tout abandonner, et puis comment est-ce que vous en êtes sortis? Alors, c'est surprenant, mais la vie est tellement forte qu'une fois qu'on a goûté au métier de paysan, normalement, on n'a plus du tout envie d'arrêter. C'est incroyable. Parce qu'en fait, on travaille avec la vie. Et même derrière ce qu'on peut voir comme une mort, il y a toujours la renaissance. Tout le temps, toutes les années. Et toutes les années, tu te lèves, tu n'as même pas besoin du courage. Parce que, bon, alors c'est vrai que les nuits, des fois, courtes, mais ça n'empêche pas qu'on se... C'est marrant, ça peut paraître dur, et c'est dur. Je veux bien admettre que c'est un métier qui est plus dur que les autres, dans le sens où il y a une incertitude et puis il y a une pénibilité. Et encore que la pénibilité, on l'a perdue, parce qu'avec ce qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents, je veux dire, c'est incomparable. Hein. Je veux dire, on a quand même des facilités qui sont autres. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, le fait d'avoir cette vie qui est renouvelée tout le temps, toutes les années, toutes les saisons, ça redémarre. Et derrière, on ne fait que l'accompagner. Et en fait, ça ne demande pas un effort surhumain, c'est pas vrai, c'est naturel chez l'agriculture, chez le paysan, il me semble. Ouais, pour moi, tu te lèves pas avec pas envie de travailler. Moi, ça m'a jamais arrivé, quoi. Il y a des jours, il y a des corvées qu'il faut faire. Mais tant pis, on y va parce qu'on sait que derrière, on démarre du petit poussin. Voilà. On lave un bâtiment. Quand on lavait les bâtiments en intégration, donc ça fait 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, on avait autant les sols que les murs que le sol, enfin le sol que les plafonds. Je vous garantis que c'était 8 heures de Karcher. 8 heures de Karcher, tu tiens la lance en haut, ça va un petit moment, mais le soir, tu étais rincé. Hein, je veux dire, mais ça n'empêche pas. Il y avait rincé dans les deux sens. Mais n'empêche qu'on travaille pour remettre des petits poussins qui arrivent. Et je peux vous montrer des photos de petits poussins, mais c'est que encourageant, quoi. C'est vrai, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant.
Et pour les fruitiers, c'est pareil. Quand on taille, il fait moche dehors, des fois il pleut et tout. Mais tu vois ces bourgeons que tu sais que dedans, il y a la fleur qui arrive et puis qu'il y a la petite poire derrière. C'est magnifique, quoi. C'est magique. On ne peut pas dire que c'est divin, mais presque, quoi. Non, tu vois cette vie tout le temps et du coup, c'est trop beau, quoi. Tu fais que... ça. Merci pour votre témoignage. Ma question, est-ce que votre conversion en bio, en agriculture naturelle, participe de votre bonheur dans le métier de tous les jours? Totalement. Je vais vous dire. Quand je suis passé en bio, mon père me dit « Tu n'arriveras pas à te séparer des limaces ». Je dis « Écoute, je ne sais pas, mais on verra ». Première année d'installation, pas beaucoup de limaces. Deuxième année d'installation, plus de limaces. Et j'y suis depuis 98, j'ai plus de limaces. Il n'y en a plus une. Il faut m'expliquer. Je vais vous dire la raison quand même. Parce que c'est important, ça personne ne vous dira. Si, peut-être Jean-Yves, pour ceux qui connaissent. Il y a un principe, et je l'ai appris pareil sur le tas, c'est pas Jean-Yves qui me l'a dit, c'est que derrière j'ai essayé de travailler ces poiriers au naturel là, et donc pour se parer un peu des pucerons et puis tous les insectes qui sont gênants, on va dire, j'avais essayé de travailler avec de l'argile. Donc de l'argile, on le positionne sur les feuilles à l'automne, et donc du coup ça évite aux ravageurs de s'installer. Et puis cette argile, j'allais le chercher directement à l'usine qui les fabriquait, donc en l'occurrence à Villefranche-sur-Saône. Et puis j'arrive à l'usine, le gars me dit « Mais t'es paysan, pourquoi tu viens chercher cette argile ?» Je dis je vais chercher de l'argile pour mettre sur mes poiriers, pour essayer de faire une petite couverture sur les feuilles pour que ça déplaise un peu aux prédateurs. Et il me dit « Mais tu sais, je comprends pas, parce qu'en fait, tous ceux, enfin notre plus gros client, ou nos plus gros clients, ce sont les marchands de produits phyto. » Je dis « Quoi ?» Il me dit « Mais ouais, c'est eux qui viennent, qui sont nos plus gros clients. » Je dis « Mais vous pouvez m'expliquer ?» Il me dit « Oui, oui. » En fait, tous les produits phyto, enfin la majorité, parce que je ne les ai pas étudiés, puis je ne les étudie plus du tout, donc tous les produits phyto sont des molécules chargées électriquement positivement. Et l'argile, pour positionner leurs produits, leurs molécules, en fait, ils les positionnent il faut un équilibre, en fait, en positif-négatif. Et donc, du coup, ils achètent l'argile pour avoir un équilibre et qui fixe, qu'ils arrivent à fixer ces molécules de synthèse. Donc, en fait, ça se fixe sur des polarités négatives. Et à la suite de ça, j'ai dit, bah tiens, c'est quand même intéressant, c'est surprenant. Alors, après, j'ai cherché à comprendre, et puis je dis, c'est quand même surprenant, parce que le fait que nous, on ne travaille plus avec ces molécules, du coup, on n'a plus ces molécules positives. Et ça, je peux dire la même chose en élevage. Avant, je faisais désinfecter avec des produits de synthèse, là, quand on était en intégration. Donc on avait des produits qui étaient relativement agressifs, on passait en fumigène et donc on ne peut pas rentrer pratiquement pendant entre 12 et 24 heures dans les bâtiments. Et donc pratiquement toutes les bandes, on avait ces bestioles noires là dans les poulaillers, ce qu'on appelle les ténébrions. Et puis je suis venu à faire des essais, c'est-à-dire qu'un bâtiment, sur les deux bâtiments, il y avait un bâtiment que je menais avec leur désinfection conseillée, et puis après j'avais fait des essais sur les arbres fruitiers, j'ai dit tiens on va essayer de désinfecter avec d'autres produits. Et donc je me suis mis à désinfecter avec des huiles essentielles sur un bâtiment, donc 3 huiles essentielles associées, et j'ai dit ben, on verra bien. Et puis j'ai travaillé 1 an comme ça, donc ça me faisait 5 rotations, 5 lots de poussins, 5 lots de poulets. Et j'ai dit, à la fin de l'année, j'ai rien vu comme différence. Alors j'ai dit, on va quand même essayer de faire les 2 bâtiments, puis on verra bien. Donc je continue, je vire ceux qui voulaient me faire désinfecter avec les produits de synthèse, là, et puis je leur dis, ça marche aussi bien avec les autres, donc j'arrête
Duc, enfin à l'époque c'était Duc, le patron, on va dire, pour qui je travaillais, l'intégrateur, et il me dit, mais je dis, écoutez, on verra, si j'ai des problèmes, ça regarde que moi. Mais c'était pas dans la charte, j'avais pas le droit de faire comme ça. Mais bon, j'ai dit, on va le faire quand même. Et donc, au bout d'1 an, 2 ans, pas de problème, toujours pareil, la désinfection était bien, ça marchait bien, il n'y avait pas de souci majeur. Alors, j'étais quand même surpris, parce qu'en fait, au bout de ces 2 années, j'ai trouvé que la pression des ténébrions dans les bâtiments, elle diminuait. Et plus ça allait, plus ça diminuait. Et donc, il se révèle le même message. C'est-à-dire que les molécules de synthèse ont la faculté d'attirer l'ennemi cible. C'est incroyable, hein, c'est surprenant. Mon père était toujours anti-limace, il met de l'anti-limace dans ses salades de partout, et du coup, il a des limaces tout le temps. Mais c'est surprenant. Alors que dans les champs, alors bon, un jardin, c'est pas dans les champs, mais je veux dire, nous, on ne met absolument rien, si ce n'est des ferments lactiques et des trucs comme ça, et donc du coup, on fait un milieu de vie qui est répulsif pour tous les ravageurs. Voilà. Donc, je dis, c'est à préciser, les molécules de synthèse, c'est à employer avec prudence. Et donc, bien connaître avant, parce que le naturel marche très bien aussi. C'est pas pour ça que je vais vous dire arrêtez tout de suite les conventionnels, vous faites comme vous voulez. Mais je peux vous dire que ma note phyto, elle est légère. Hein. On travaille avec 2 produits sur la ferme, c'est tout. Les 3. Que ce soit en animal ou en végétal. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'une obligation du paysan qu'il a vers le ciel, d'abord vers le monde, avant d'abord vers la terre et vers surtout les financiers. Quelles sont vous les obligations envers le ciel que vous fixez? Quelles sont très concrètement? Et est-ce que vous avez des exemples où ces obligations sont venues parfois en concurrence avec celles du quotidien ou même de la finance? Alors, elle est bien la question, je trouve. L'obligation, je vais enlever le terme d'obligation. Parce que faut que je vous partage en fait. Tous les matins, c'est vraiment exceptionnel si j'y arrive pas, ou si on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, avec mon épouse, on prend tout le temps, on a un quart d'heure tous les deux, le matin, pour notre temps de prière avec le Seigneur. Alors je vous dis, il y a des jours où je pars plus tôt, je pars à 5 heures, ou n'importe, bon, ça se fait différemment. Mais c'est pas une obligation, mais presque. C'est-à-dire que la journée ne commence pas avec le travail. La journée elle commence avec un temps de prière, parce que tu dépends de celui qui t'a créé, et un temps, je dirais, c'est malheureux, maintenant il y a beaucoup de jeunes qui ne déjeunent plus. Mais je dis, c'est capital le déjeuner. Il faut prendre un petit temps pour se rassasier. Le Seigneur nous a donné de travailler la veille, c'est pour se nourrir dès le matin. Et je trouve que c'est la parole du Seigneur nourrit notre cœur, notre âme. Derrière, il faut qu'on prenne des forces pour travailler aussi. Je dis, on n'a pas des travaux qui sont, je dirais, devant un crayon ou devant un ordinateur ou devant... voilà. C'est des travaux qui demandent de la peine. Et il me semble qu'il faut vraiment qu'on ait cette force naturelle, cette force physique et cette force surnaturelle, quoi. Voilà. Il me semble. Je ne sais pas si j'ai répondu. Puis là. J'espère. Justement, j'avais une question à vous dire un petit peu. Il me semble qu'il y a un élément important dans le bonheur d'un paysan, c'est son équilibre vie de famille et travail. Et qu'est-ce que vous pouvez nous partager là-dessus, peut-être de votre chemin pour arriver à un équilibre fixe? C'est dur parce qu'il y a la vie partout. Et c'est vrai que c'est dur en famille. C'est vrai que c'est dur en famille. Mais d'un autre côté,
D'un autre côté, alors je témoigne pour les enfants, j'espère que ne pas les trahir, mais j'ai été, ça fait donc 33 ans que je suis installé. Avant, j'ai fait 10 ans la route, donc j'étais chauffeur routier. Mais 33 ans que je suis installé, et si vous voulez, sur les 33 ans, c'est vrai que les premières années d'installation, j'étais très investi, enfin je suis encore très investi, mais la chance qu'ont eu les enfants, c'est d'avoir leur maman à la maison. Alors, c'est pas donné à tous et à toutes, mais je pense que c'est une grande chance pour les enfants. La deuxième chance, c'est que en dehors je dirais de faire passer le message du Seigneur, la deuxième chance, c'est que le papa, il n'est pas à 50 km, où il rentre une fois dans la semaine, ce que je faisais en chauffeur routier. Et la deuxième chance, c'est que le papa, il est là tous les jours à midi, quand en général les enfants en bas âge, ils sont aussi à la maison. Et pour moi, c'est capital. C'est-à-dire que pour l'enfant voit grandir la maman, enfin voit la maman à ses côtés en tant qu'assurance, en tant que ça laisse l'enfant dans la paix au fond de son cœur. Et la deuxième chose, il voit son papa travailler. Alors je dis pas que l'épouse ne doit pas travailler, c'est pas ce que je dis, hein. Mais le fait de voir le papa travailler, et je dirais avec des heures importantes, permet aussi à l'enfant de relativiser, je dirais, tout un milieu de vie. Il prend connaissance que pour avoir quelque chose à table, surtout dans le métier agricole, eh bien, il faut une partie, un temps obligatoire vis-à-vis de pouvoir vivre, quoi. Et de voir son père travailler à côté, même qu'il travaille beaucoup, je ne pense pas que ça lui manque. Il me semble pas. Donc je ne sais pas si on peut exprimer que le travail, au moins le temps de travail important pour les enfants, parce que pour l'épouse, c'est vrai que c'est dur aussi, et souvent c'est bien d'avoir un petit travail à côté pour compléter, pour avoir la sortie, pour avoir... Voilà. Mais je trouve que la maman au foyer, c'est top, quoi. Enfin, je pense que les enfants ont beaucoup apprécié. Et j'ai la chance d'avoir des enfants qui nous réjouissent le cœur, voilà. Et qui sont bien dans le basket. Là, il est 10h50, 53. On sait jusqu'à 11h pour encore des questions. Après, on aura notre temps de partage et après un café qui est en train d'être installé à Braille. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'à la fin de la conférence, on passera le micro parce que moi je peux faire l'exercice, mais je pense que c'est tout aussi bien que vous le fassiez, de voir qu'est-ce qui vous a touché, soit des mots-clés. Voilà, on pourra faire passer le micro pour un peu clôturer cette intervention. Alors, j'ai une question que je n'arrive pas à formuler, mais c'est pas grave, du coup, ça m'a interpellé en fait que l'idée que, dans les exemples que vous avez donnés à la fois sur les volailles et puis sur les arbres fruitiers, il y avait un peu une action qui n'est pas naturelle à la base, de couper par exemple les rameaux qui vont vers le ciel, ou de restreindre la nourriture des animaux. Donc un peu, je sais pas, vous avez esquissé en parallèle entre ça et peut-être le sacrifice au niveau humain. Ouais. Et à la fois, j'entends aussi, par exemple, votre désir d'être, vous avez nommé une plus grande corrélation avec la nature, aller dans le même sens que la nature. Ouais. Et du coup, il y a une question que entre ces deux choses-là, comment vous avez trouvé peut-être un point d'équilibre entre à la fois contrainte pour plus de vie et respecter ce mouvement de la vie humaine? Je suis très embêté parce que de toute façon, même pour moi, le sacrifice est délicat. Je vous garantis, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait telle ou telle chose. Il y a des choses qui demandent beaucoup. Et puis,
Mais le sacrifice a une valeur dans le sens où il est tout offert. Le sacrifice, la souffrance, c'est la même chose. La souffrance a une valeur que si elle est offerte. Sinon, il n'y a pas en soi, la souffrance pour la souffrance, ou le sacrifice pour le sacrifice, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que la nature nous montre, parce que la nature est créée, pareil, enfin je veux dire, à l'image de la ressemblance, alors on a la chance d'être à l'image de la ressemblance de Dieu, mais la nature sort de ses doigts, et c'est qu'un exemple de notre vie de tous les jours. C'est trop beau d'arriver à se calquer et garder la confiance parce que c'est devant nos yeux, voilà. Nos yeux, on a cette chance inouïe de voir ça tous les jours. Et c'est la seule manière de fructification. C'est surprenant, hein, mais mon garçon, là, il y a 15 jours, là, il vient d'acheter une ruine. Donc une ruine, une vieille grange là, et puis papa, tu pourras venir me donner un petit coup de main pour couler la dalle. J'ai dit ben oui, pas de problème. Donc j'ai réussi à me libérer, j'étais tout content. Et donc on est arrivé le mercredi soir, le mercredi après-midi, et puis le mercredi soir, je regardais, c'était prêt. Non, c'est pas prêt. C'est pas tout à fait prêt, il y a encore plein de choses. Il avait bien travaillé, mais il y avait encore plein de choses à faire. Les coffrages n'étaient pas finis, il y avait 3 niveaux. Donc du coup, on a travaillé jusqu'à 3h du matin. 3h du matin pour préparer, à 8h il y avait des toupies. C'est vrai que ça demande un effort, mais quelle joie le soir, le lendemain soir, quand la dalle est finie, quoi. Et c'est tout comme ça, c'est tout comme ça. C'est pas qu'une histoire de béton, c'est une histoire de, dans la vie, derrière l'effort, il y a la joie. Je suis désolé, vous montez, vous prenez, si vous aimez un peu la montagne, vous allez voir la montagne, vous prenez le téléphérique, vous montez, vous êtes très content d'être en haut, mais monter à pied, c'est complètement différent, quoi. Quand vous êtes arrivé en haut, c'est sublime, c'est complètement différent. Enfin, pour moi, c'est la même chose, c'est pareil. Tout ce qui est facile, c'est bien, mais c'est pas la solution. Souvent, c'est pas la solution. On vous propose plein de trucs en agriculture, ce produit, ceci, cela, des super tracteurs, tout machin. Il faut du simple. Il faut vraiment du simple, parce que la nature est simple. Il suffit juste de l'observer, de la regarder, l'attention. Et l'attention aux autres, c'est pareil. Pour nous, c'est la même chose, je trouve. Mais vous en faites pas, j'ai plein de défauts. Il faut couper aussi. J'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez dans votre discours que vous étiez dans la période, on va dire, de transmission. Tout à l'heure, on a fait un rapprochement entre vie de travail et vie personnelle et vie familiale. Est-ce que, du coup, dans vos enfants, vous avez des enfants qui veulent reprendre derrière vous? Alors, j'ai la chance d'avoir 2 gendres qui s'installent. Mais pas chez moi. Non, je le regrette beaucoup parce que si vous voulez, pour plein de choses, hein, parce que d'abord la ferme pour moi est viable, c'est sûr, mais bon, j'avais 3 garçons, il y en a un qui a été maçon, qui a fait 10 ans d'armée, qui a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un peu de... Oui, il avait son brevet pour... Enfin, il avait appris pour la boulangerie, tout ça, faire du pain, il sait faire. Et c'est son diplôme. Et puis, pour finir, il m'a dit, papa, je vais essayer, après l'armée, je voudrais bien travailler avec toi. Et peut-être reprendre. Et puis, finalement, il a trouvé que c'était trop. Alors, je dis, écoute, non, il ne faut pas se forcer. Si ça va pas, ça va pas. Et puis voilà, ça faisait trop, l'ensemble faisait trop. Sa petite femme est infirmière libérale, donc elle a des heures... bien, c'est-à-dire qu'elle part bonne heure, elle rentre tard aussi le soir. Et donc voilà, après il a privilégié la vie de famille, et puis je lui en veux pas, c'est difficile à admettre, mais si vous voulez, en soi c'est comme ça, et puis le Seigneur a certainement un autre désir. Voilà. Mais à côté de ça, j'en ai un autre qui est prof de... Alors ça me plaît à moitié, mais ça me plaît quand même. C'est un grand cœur. Non, de gestion et compta.
Si vous voulez, pour moi, c'est des parasites. C'est malheureux, mais non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est surprenant. Mais cette gestion et ce compta analyse ce qui est déjà fait. C'est-à-dire que ça ne vous fera pas avancer le bazar. Ça analyse ce que vous avez déjà fait. Et ça permet justement à l'aimer ça de... Et ben finalement, tu as fait une bonne année, impeccable, donne-nous-en un peu. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein. C'est le gros problème. Ça sert qu'à ça. Pour moi, ça sert qu'à ça. C'est pas ce qui fait croître les plantes. C'est pas ce qui te fait prendre les bonnes idées. Absolument pas. C'est que du contrôle. D'ailleurs, nos ancêtres, ils ont bénéficié d'une liberté qu'on n'a plus. Parce que de ce côté-là, ils faisaient comme ils voulaient, quoi. Alors j'essaye de m'en libérer, mais c'est difficile. Bon, et donc le troisième, il est au ciel. Voilà. Le troisième garçon s'est envolé, il y a maintenant 4 ans, bientôt 5 là, d'un accident d'hélicoptère, il était pilote à l'armée, et le Seigneur l'a rappelé plus vite que nous. Voilà. Donc, aussi un événement, si vous voulez, pour dire que rien ne nous appartient. Ni nos enfants, ni notre ferme, ni tout ce qu'on peut avoir chez nous, quoi, que ce soit notre maison. C'est un échafaudage pour aller là-haut. C'est tout. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le voir comme ça quand on est jeune. Parce qu'au début, ouais, c'est notre affaire. Oui, c'est notre affaire. Je vais vous citer un autre exemple. Quand je me suis installé, j'avais dit à papa, ce poulailler, je ne veux plus y travailler dedans. C'était un poulailler avec 2 niveaux. Et on s'est embêté, c'est lui qui l'avait fait avec son oncle à l'époque, mais je parle des années 50. Et puis, c'était le dernier lot que je faisais dedans. Et j'ai dit, papa, je ne veux plus travailler dedans. Donc j'arrête ce poulailler. Maintenant, j'ai fait d'autres, ça va bien. Et donc, c'est un petit bâtiment de 400 mètres carrés. Et puis, un soir, Sébastien était tout petit, là. Il se lève à 2h du matin pour les toilettes, là. Et puis, il vient me voir, il frappe à la porte. Papa, ça brûle à la ferme. Je dis, quoi? Il me dit, oui, ça brûle à la ferme. Je regarde par la fenêtre. Ah oui, en effet. Ah ben, on va y aller. Et puis, en fait, c'était le poulailler qui brûlait. Donc, il y avait un grand vent de montagne, là. C'était... Et donc tout sec, l'isolation à l'époque, et les conduites électriques, enfin tout ce qui était fil électrique, tout ça, c'était des raccords des années 50, donc c'était pas top. Et l'eau est rentrée dedans, ça pousse, donc ça a fait un petit court jus et ça a pris feu. Et donc surprenant, je dis c'est aussi un signe du Seigneur. Malheureusement, il y a des poulets petits poussins de 10 jours, hein, ben, c'est vrai qu'ils sont sentis. Hein. Mais ce bâtiment, je devais l'arrêter. Je voulais l'arrêter, ça m'a permis, si vous voulez, l'assurance à payer une partie de la reconstruction à côté, que j'ai fait majoritairement seul, mais ça nous a permis de redémarrer et faire une grande salle pour avoir 2 salles de 1000 mètres carrés. Voilà, il faut voir le signe du ciel un peu partout. Merci Dominique. Pas de quoi. On peut la